Allez, bienvenue à cette vidéo hebdomadaire. On va faire le point ensemble sur les marchés. Toujours pareil, cette incertitude, Trump, Bessent. Alors, on a passé tout le week-end à cracher sur Powell. Finalement, même si on savait très bien qu'il ne pouvait pas virer Powell, il va falloir qu'il attende 2026. On sait très bien aussi que ce qui fait peur au marché, c'est si la Fed perd son indépendance. Donc, il ne faut pas sous-estimer que même si on a eu ce soulagement sur le fait que Trump ensuite a explicité qu'il n'allait pas virer Powell, en 2026, on sait très bien qu'il va mettre à la tête qui il voudra. Et la problématique, c'est que la Fed commencera à baisser les taux et à faire un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui pourra relancer certainement l'inflation. Le sujet de l'inflation, c'est toujours la même chose. Beaucoup de personnes qui vont vous dire l'inflation va repartir avec les tarifs douaniers. Je vous ai exposé pourquoi ça peut être le cas à très court terme, mais in fine, ça détruit surtout la demande sur ces niveaux de tarifs douaniers actuellement. Donc il faudra des deals, etc., bien entendu. Et il va falloir que ces deals arrivent très rapidement, puisque dans le mois à venir, dans les 2 mois à venir, il y a un certain nombre de boîtes aux États-Unis qui feront faillite et qui vont se retrouver avec beaucoup d'étagères vides. Il faut savoir qu'un porte-conteneur pour aller de Chine aux États-Unis, suivant où il va, il met un mois et demi. Donc, d'ores et déjà, si vous voulez, on sait très bien que l'art du deal de Trump, c'est quand même quelque chose où le comble, c'est que c'est la Chine qui joue maintenant les durs à cuire et qui nous explique qu'ils ne se laisseront pas finalement impressionner, qu'ils ne se laisseront pas menacer, qu'ils ne se laisseront pas corrompre. Enfin, c'est quand même énorme si vous voulez que le modèle qu'on a eu sur toutes les dernières décennies, c'était les États-Unis, entre guillemets, en mode gentil. Évidemment, dans la réalité, c'est autre chose, mais c'est toujours, si vous voulez, la propagande dans l'idée que voilà, les Américains amènent la paix, les Américains amènent la croissance, etc. Et ils se posent, si vous voulez, en pays plein de valeurs. Et ce qui est génial avec ces tarifs, c'est que Trump retourne la table et qu'on a l'impression que c'est les Chinois qui vont nous expliquer maintenant la paix, qui vont nous expliquer qu'on ne menace pas, qu'on ne fait pas de chantage, il ne faut pas en faire, c'est pas bien. Donc c'est quand même, je trouve que voilà, on nage quand même dans un monde, dans une matrice. Évidemment, ce qui fait peur actuellement, c'est que ces tarifs amènent une crise de la demande et donc une récession. On voit qu'on a les niveaux de récession, enfin, on parle énormément de récession. On en avait parlé également que ça allait ne pas impacter les résultats des sociétés peut-être tout de suite, mais sur les prochains trimestres, et que donc beaucoup de patrons vont nous expliquer que, eh ben, ils font un profit warning ou ils enlèvent leur guidance. Ce que l'on constate, c'est que les actions qui font ça, qui sont le plus sanctionnées, sont pas les valeurs value, industrielles ou avec des PER qui sont bas globalement et des actifs tangibles. Ces actions-là le font aussi, mais elles sont beaucoup moins sanctionnées que les valeurs de croissance. Donc on a bel et bien cette rotation qui se valide. Dans les rebonds, on voit qu'on revient quand même sur les valeurs semi-conducteurs, croissance et compagnie, mais ça reste des rebonds. Par contre, les vraies tendances de fond qui sont en train de se construire restent pour moi sur les valeurs value. Et on voit notamment que ça performe plutôt bien, que ce soit sur du Boeing, des airlines aussi. On voit, j'ai vu passer Delta Airlines qui annonce justement qu'à un moment donné, ils vont faire un profit warning et ils ne peuvent pas faire de guidance sur le reste de l'année. Parce qu'en plus, bah, le tourisme américain est pas mal impacté puisque bah, il y a pas mal de boycotts et compagnie, donc on vole moins. Mais au-delà de ça, l'action a continué de performer. Donc c'est ça que je vois. C'est pas vrai partout, si vous voulez. C'est un marché qui reste très hétérogène. Mais si on sort sa tête un petit peu des indices, qu'on va regarder par secteur d'activité et à l'intérieur de secteur d'activité, on voit quand même des choses qui sont très intéressantes. Alors évidemment, la récession, c'est un gros mot. En 2022, tout le monde était sûr qu'on allait avoir la récession et on n'en a pas eu. En 2025, tout le monde est sûr qu'on va avoir une récession et peut-être qu'on n'en aura pas. Parce que la complexité de savoir si on va vers une récession ou pas, c'est de connaître la santé des business et la santé des consommateurs. Et je vous ai toujours expliqué, notamment en 2022, que le consommateur américain et les business américains avaient renégocié leurs dettes pendant le Covid et avaient des taux qui sont très bas. Et contrairement à ce que l'on croit, les subprimes ont servi à quelque chose, c'est que beaucoup d'Américains et beaucoup de boîtes même n'ont pas des taux variables, mais des taux fixes. Alors, il faut le prendre en considération, si vous voulez, dans le sens où
même si la Banque centrale américaine, la Fed, vient à baisser ses taux, on se rendra compte qu'il va falloir qu'elle les baisse vraiment fort, drastiquement et rapidement de plus de 1% avant que ça commence à impacter les refinancements pour redonner du pouvoir d'achat. Parce que les gens ont tellement des taux de leurs prêts qui sont bas qu'il va falloir que les taux baissent énormément avant que ce soit intéressant pour eux de renégocier et de gagner le delta en pouvoir d'achat. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde dit il faut baisser les taux, etc. pour relancer l'économie. Ça ne sera pas aussi facile que ça. Donc il faut bien l'intégrer. Donc on le sait, la santé du consommateur, c'est primordial. Et ce consommateur, justement, ben, il reste en très bonne santé. Certes, ça va commencer à se dégrader, il a son portefeuille action qui se fait défoncer, le marché immobilier est en stagnation, peut-être certains vont commencer à perdre leur emploi, etc. En tout cas, beaucoup de personnes commencent à avoir peur de leur emploi. On voit que la confiance du consommateur, la confiance des PDG est en berne. Je veux dire, Trump n'aide pas, puisque un jour on vous explique, oui, finalement, on va faire des deals avec la Chine et on va baisser les taux probablement de 145 à 50-60, ce qui change rien en soi, hein. À 50-60% de tarifs ou à 145, ça change absolument rien. Vous stoppez le commerce. À partir de 50-60%, il y a pour la majorité des biens, il n'y a pas d'intérêt à faire venir de Chine pour vendre ensuite aux États-Unis. Donc 145 encore moins, mais voilà. Donc c'est pour dire que même ramener à 50-60, ça paraît comme ça une histoire de soulagement, mais il n'en est pas. On voit que le marché a surtout été soulagé sur la Fed et sur le côté Powell. Je pense que c'est un sujet qu'on remettra sur la table l'année prochaine, parce que pour moi, le risque, hein, c'est si on commence à avoir une Fed qui a à sa tête quelqu'un qui dit oui à tout à Trump, on re-rentre, si vous voulez, dans le côté politique des décisions, et les décisions erratiques et qui changent de volte-face, et vous pouvez obtenir ce genre de choses-là. N'oubliez jamais que la Fed est indépendante pour une raison, elle a été créée en 1907, si je ne dis pas de bêtises, après le tremblement de terre de San Francisco, et vous voyez bien que quand même, il y a une régulation de l'économie qui permet d'avoir des cycles qui sont plus longs, ce qui permet d'avoir plus de confiance, et si vous avez plus de confiance, vous poussez plus de gens à prendre du risque et à entreprendre, et donc créer de la croissance. Et des récessions qui sont beaucoup moins nombreuses dans le temps. Alors que vous voyez bien que avant finalement, alors il a fallu apprendre, il a fallu que la Fed apprenne, etc., au fur et à mesure, mais on voit que maintenant c'est quand même quelque chose qui est très rodé, et on voit qu'on a eu depuis les années 80 en fait des cycles qui sont extrêmement lents, qui historiquement c'était pas le cas. C'était pas le cas sur les 100 dernières années, ce qu'on a vécu, et les 100 années avant cela, vous voyez bien que les récessions, je veux dire, c'était comme ça. Trump, c'est ce qui nous fait vivre d'une certaine manière. Parce que d'un coup, on explique qu'on va négocier avec la Chine. La Chine, eux, ils sont dans leur rôle, si vous voulez. Ils sont dans leur rôle en train d'utiliser Trump, si vous voulez, pour faire leur propre propagande et être un petit peu les gentils dans l'histoire, en mode on ne se laissera pas menacer. Et du coup, pour nous, tant qu'il n'y a pas une baisse des tarifs en dessous des 10%, on négociera rien. Et donc c'est ça, si vous voulez. On est d'un côté Trump qui nous dit un truc, puis derrière, il se contredit, et oui, il y a Bessent qui contredit. Maintenant, on voit Bessent, il commence à jouer le coup de America First, ça ne veut pas dire que l'Amérique est toute seule. Donc en gros, on est en train de réouvrir la porte aux alliés. Donc on va certainement devoir refaire des deals. On dit qu'on va faire des deals avec la Chine, puis après on dit ouais, ça durera au moins 2 ou 3 ans avant d'avoir un deal. Les Chinois qui rajoutent une couche par derrière. Bref, on a bien compris, si vous voulez, que toute cette histoire de tarifs, s'il y a vraiment une vision derrière, elle est vraiment très poussée et je ne la vois pas. Euh, Ça a l'air d'un truc un petit peu au jour le jour. Et ça crée évidemment de l'instabilité, de l'incertitude, et ça peut pas durer. C'est pas durable d'un point de vue économique, c'est pas durable d'un point de vue confiance. On est en train de se tirer des balles dans le pied, et la confiance, si vous voulez, des entrepreneurs, des investissements, redémarrer l'économie pour reprendre confiance, pour relancer quand vous avez un président qui change d'avis toutes les 24 heures, ou on change la rhétorique des mots, si vous voulez. Parce que dire il y aura des deals, on voit que le marché est très émotionnel parce qu'il réagit. C'était ce que j'avais écrit. Je dis, le marché réagit très positivement au fait qu'on va faire un deal avec la Chine, mais la Chine, il n'y a rien qui est signé. Il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est validé, et la Chine nous explique que 24 heures après qu'il n'y a aucune discussion possible tant qu'on ne baisse pas. Donc eux, voilà, en gros,
on accole le bluff de Trump et maintenant, ils vont le pousser à l'extrême. Donc, faudra m'expliquer un petit peu l'art du deal, mais peut-être que je comprends pas, c'est possible aussi. Mais pour moi, voilà, on n'a pas fait les choses dans l'ordre. D'une certaine manière, vouloir s'attaquer à la balance commerciale, etc., il peut y avoir une certaine logique, mais la manière dont on le fait et l'ordre des choses stratégiquement dans lequel on a fait, on s'est aliéné un petit peu et on s'est mis à dos tout le monde alors qu'on va en avoir besoin si on va réellement vers une guerre commerciale et que la vraie cible, c'est la Chine. On a l'impression que la cible et les raisons, je vous avais montré un graphe, que le narratif qui a été utilisé à chaque fois est différent tous les mois pour expliciter pourquoi on va utiliser les tarifs. Et ça change tous les mois. Donc, on en est là. Donc, du coup, il n'y a pas que les tarifs dans la vie. À un moment donné, il va falloir que Trump bifurque et il commence à nous dire, OK, qu'est-ce qui va être pro-business? C'est des baisses d'impôts. Alors, ils veulent justifier les financements, mais à un moment donné, vous avez le dollar qui se casse la gueule, vous avez les taux qui continuent de monter. Donc, on est en train de perdre sur tous les tableaux et on est surtout en train de perdre la population. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont prêtes au libre-échange aux États-Unis que depuis son investiture. Donc, à un moment donné, vous avez les midterms aussi l'année prochaine. Et la baisse des taux, ça va pas suffire. Il va falloir fortement changer un petit peu le fusil d'épaule. Donc, on voit bien que d'un certain côté, on n'est jamais rentré historiquement dans une récession avec des niveaux de dette aussi importants. Mais ce qu'il faut dire, on n'est jamais non plus rentré dans une récession avec un niveau finalement de force des business américains et des foyers américains. Alors on prend tout le monde évidemment. Si, donc il y a une grosse partie des riches, c'est-à-dire qu'en volume, il y a certainement plus de la moitié de la population qui va être en galère, qui est déjà en galère. Mais en fait, si vous prenez le gros des consommateurs, en pourcentage et en volume, ils représentent moins, mais en valeur, ils représentent la majorité. On sait que l'économie US tient en gros sur les 10% des plus riches déjà, et c'est ce qui nous avait évité une récession en 2022. Mais ces 10% des plus riches, ils commencent à prendre des coups, et je ne sais plus où j'ai le graphique, mais dorénavant, si vous voulez, cet effet de richesse dont on avait parlé, il s'est fait quand même bien défoncer. Alors je sais plus où j'ai pris le graphique ou j'ai pas pris le graphique, peut-être c'est celui-là. Voilà, on est quand même sur une dégradation de 1/5 du PIB. Donc c'est pas rien, ce type de dégradation. On est sur des niveaux équivalents au Covid. Donc, ou à des grandes crises de subprime, etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer. Et surtout, ça a été très rapide. Et pour moi, dans toutes ces crises-là, il y avait un pilote dans l'avion. C'est-à-dire que il y avait à un moment donné une président des banques centrales mondiales qui allaient toutes dans le même sens. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et regardez ce que fait Erdogan. Erdogan, si vous voulez, à un moment donné, il essaye de continuer d'avoir une politique monétaire. Enfin, il suffit de regarder la Turquie pour moi pour bien comprendre pourquoi à un moment donné vous devez avoir une dissociation et une indépendance de la banque centrale et du politique. Parce que les décisions politiques, si vous voulez, c'est ça qui vous crée l'inflation. Et si les banques centrales ne sont pas indépendantes, eh ben, elle va aller dans son sens et elle va favoriser l'hyperinflation. À un moment donné, ça peut vous aider à résoudre quelques dettes, mais c'est drastiquement destructeur de confiance et de richesse pour votre propre pays à terme. Donc pour moi, voilà, c'est la grosse question de 2026, ça sera l'indépendance de la Fed. Et je pense que le marché nous démontre déjà aujourd'hui, alors qu'il tient bien le marché finalement, alors que en gros, on a joué le soulagement sur peut-être des deals sur les tarifs douaniers. On voit qu'il n'en est rien. La Thaïlande nous explique qu'on ne va pas se presser. Tous les autres pays, même alliés aux États-Unis, disent on ne va pas se presser. Oui, il y aura des deals. Mais on voit bien que Trump, surtout par les diverses déclarations, bah, il montre un petit peu sa main, il est déjà en négociation unilatérale, etc. Bref, à un moment donné, là, il est dans une position de force pour un certain nombre de pays, mais voilà, j'ai envie de me dire tout ça pour ça. Mais voilà un petit peu. N'oublions pas que les sociétés ont quand même toujours des résultats qui sont très intéressants, mais comme on a dit, ça peut se dégrader assez rapidement. Mais ce que je vois sur le marché, c'est que le marché fait surtout et sanctionne surtout les valeurs de croissance.
les valeurs plus industrielles, value avec des actifs tangibles, même si les résultats tanguent un petit peu, c'est pas trop vendu. C'est pas trop vendu. On voit que le marché, quand même, est beaucoup plus à l'aise d'avoir une marge de sécurité, de payer un business rentable, mais peu cher avec des PER en dessous des 10. Par contre, payer des trucs à 30 fois les profits qui, en plus, où la croissance va commencer à chanceler, là, c'est niet, on défonce tout de suite. Nous mettons pas également qu'on est dans un cycle où, au niveau du crédit, ça va être très tendu. On a Trump en plus qui nous explique que le gel que Biden avait fait sur les prêts étudiants, lui, il va les relancer, il va vouloir récupérer l'argent à partir de mai. Euh, donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a une logique qui est un petit peu compliquée à comprendre. On comprend bien qu'il faut remettre de l'argent, mais si vous défoncez votre économie, vous allez réduire vos revenus. Vous allez réduire vos revenus d'impôt de toute manière. Donc, vous ne pouvez pas non plus défoncer tout le monde, créer de l'incertitude et ensuite croire que vous allez pouvoir récupérer des impôts tout en les baissant. Voilà, votre déficit va avoir du mal. Ici, c'est juste pour vous rappeler que les marchés boursiers anticipent toujours et que, en gros, les points bas sur les marchés boursiers sont faits toujours quelques mois avant les points bas sur les résultats. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous avez des mauvais résultats qui sont annoncés par l'entreprise et l'action n'est pas tellement vendue, on dit que c'est dans les cours. Donc en gros, le marché oublie un petit peu le passé, essaye de se projeter sur l'avenir en se disant, bon, voilà, ça va s'améliorer, ça va devenir mieux maintenant. Donc aujourd'hui, ça ne nous avance pas plus de se dire où est-ce qu'on est dans le clan. Ce que je regarde beaucoup, c'est le private equity. On en avait déjà parlé. Je pense que le private equity est dans une forme de crisette depuis quand même quelques années, mais il arrive à tenir la tête au-dessus de l'eau parce qu'on a réussi à convaincre les particuliers de rentrer et d'investir, ce qui permet d'obtenir un certain niveau de cash supplémentaire pour pouvoir faire des nouveaux deals et pour pouvoir un petit peu faire tourner. La problématique, c'est qu'on se retrouve avec des quantités d'entreprises dans le private equity records qui sont en attente d'être vendus. Et on n'est pas dans les meilleures conditions du monde pour pouvoir les vendre, en tout cas pas au niveau de valorisation. Parce que ce qui rassure sur le private equity, c'est les niveaux de valorisation qu'on donne aux boîtes. Sauf que quand c'est pas coté, si vous voulez, ces boîtes-là, elles seraient cotées sur les marchés, elles seraient très certainement pas valorisées de la même manière, et pour certaines d'entre elles, probablement 10 fois moins. Donc il faut faire attention à l'illusion de la valorisation de ces boîtes-là euh, qui, pour l'instant, donc il y a du cash, si on a peur de l'inflation, etc., on voit qu'on a un certain nombre de boîtes qui vont vouloir utiliser leur cash plutôt que de le conserver sur les comptes, donc qui vont faire des participations, qui vont acheter d'autres boîtes, donc on peut encore avoir des buybacks qui supportent les marchés, on peut encore avoir des fusions-acquisitions qui supportent les marchés, mais d'un certain côté, il faut faire attention, quand c'est très illiquide comme ça, si on part vraiment dans une récession, si Trump, parce que le scénario c'est Trump va se coucher, il se couchera, c'est sûr, mais est-ce qu'il se couche tout de suite rapidement dans le mois à venir ou est-ce qu'il met 6 mois à se coucher? Et ça, la différence, ça peut avoir un énorme impact dans la création d'une récession qui peut se transformer en crise économique. Et là, à un moment donné, quand vous avez autant de leverage et que vous avez un private equity qui a autant d'argent également, s'il commence à détruire de la valeur, si on n'arrive pas à trouver preneur et qu'on a besoin de liquidité et qu'on a besoin pour ça de vendre des boîtes, bah, les niveaux de valorisation aujourd'hui des boîtes qui font maintenir les collatéraux, etc., ça vole en éclats. Et là, vous pouvez avoir donc les appels de marge. Et là, c'est liquide, vous êtes hors marché. Donc ça peut faire beaucoup plus mal. Donc en gros, on se retrouve avec ce type de matrice quand même, qui a été auto-infligé, il faut bien le dire. Donc en gros, on est sur des tarifs qui sont plus élevés, même si on les baisse, ça reste des tarifs, ils resteront élevés. On peut pousser à un moment donné, se dire, ok, on va faire des zones de libre-échange avec les partenaires comme les Européens, etc. Euh, il faudrait se réveiller et le faire assez vite. Vous avez donc le tourisme qui baisse, un certain boycott des Américains. Vous avez surtout une consommation, un consommateur qui perd sa confiance, que ce soit le consommateur, on va dire, pauvre, entre guillemets, qui, lui, est déjà ric-rac et va perdre son job en premier lieu, que ce soit les riches qui, jusqu'à présent, supportaient l'économie, donc l'économie peut se dégrader beaucoup plus subitement et précipitamment maintenant, parce que eux, ils ont déjà un impact sur les portefeuilles actions, etc. Donc là aussi, ils sont dans le doute. Et Trump, à chaque fois, ne fait rien. À aujourd'hui, on a joué divers soulagements, si vous voulez, mais à chaque fois,
on sent bien que ça peut partir. Donc on voit la nervosité des marchés est idéale parce qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a des choses, mais on sent la nervosité des intervenants parce que tout peut changer en un instant, en une déclaration. Et on voit bien que voilà, il y a beaucoup de volumes qui sont brassés, mais il va falloir construire un petit peu. Donc les entreprises également ont moins de confiance, donc c'est moins d'investissement, c'est moins de capex, on fait un petit peu plus attention. Le negative wall effect, on en a parlé, et puis voilà, le Dodge qui évidemment va virer pas mal de gens, donc on devrait voir les stats du chômage empirer. Donc en gros, on va commencer à nouveau à se reconcentrer sur les stats économiques et du consommateur qui vont se dégrader, en se disant que ça poussera la Fed à baisser les taux, mais voilà, la Fed, Trump n'a pas tort en tant que tel, c'est que la Fed est en retard, la Fed devrait baisser les taux déjà en anticipation et devrait oublier que les tarifs vont créer de l'inflation. On devrait plutôt se dire que, ok, même si ça crée un petit peu d'inflation à court terme, le vrai risque en fait, c'est que c'est qu'on défonce la demande et que juste après cette petite hausse d'inflation, ben, on a détruit la demande et on passe directement en désinflation, déflation et en récession économique. Et là, si je ne me suis pas réveillé suffisamment à temps, c'est pas à coup de 0,25 qu'il va falloir baisser les taux, c'est à coup de 0,5, voire 0,75, parce que comme je vous l'ai dit, il faut au minimum 1,5% de baisse pour commencer à avoir un pourcentage qui redevient intéressant par rapport à tous les prêts qui ont été pris pendant le Covid. Et c'est des prêts long terme qui ont été pris pendant le Covid, hein, ce n'est pas des prêts à 5 ans. Donc à ce moment-là, faut vraiment intégrer ces niveaux-là. Et Trump, il va falloir changer de disque, au lieu des tarifs, passer maintenant à, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster l'économie? Et ça aussi, c'est inflationniste. Et donc on comprend bien que la Fed est entre l'enclume et, et la cisaille, d'une certaine manière, parce que voilà, il faudrait baisser les taux d'ores et déjà pour aider l'économie, comme le fait la BCE. Il faudrait également ne pas croire qu'il va y avoir un regain d'inflation très puissant. Et voilà. Mais la Fed est dans son job également que c'est pas le rôle de la Fed d'anticiper. Le rôle de la Fed n'est pas d'être proactif. C'est ce qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qui a rassuré le marché. Mais d'une certaine manière, là, on voit que la Fed n'est plus proactive. Alors pour des raisons plus ou moins politiques, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'en 2026 risque de changer, mais je pense pas qu'il faudra voir dans le changement et dans la baisse des taux et dans le retour du QE, etc., probablement que ça reviendra assez rapidement. Quelque chose de très positif à moyen terme, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, si on continue comme ça, le mal aura été fait. Donc, d'une certaine manière, le marché essaye de pousser Trump à lâcher du lest, il en lâche, mais il veut pas perdre la face non plus. Il s'est auto-piégé. On a l'impression vraiment que les Américains se sont auto-piégés parce que maintenant, en gros, s'ils retirent tous les tarifs, etc., ça rime plus à rien. Alors, je pense pas que Trump, ça le gêne, outre mesure, de se contredire. Il a l'air d'être coutumier du fait, mais, euh, mais voilà, on sent que voilà, il manque un pilote dans l'avion. On sent que peut-être Bessent peut être ce pilote dans l'avion au-delà de Powell. Mais, euh, mais voilà, enfin, pour moi, c'est toujours pas très clair. On a les indices qui ont bien rebondi, et maintenant, je dirais que je rentre un petit peu dans le côté quid. Parce que jouer l'élastique du rebond, ça, je sais faire, ça, j'ai joué, on a joué quelques soulagements, et là, on rentre peut-être dans la période de flottement. Parce qu'en gros, on voit bien que les Chinois, ils vont pas lâcher, parce qu'ils ont bien senti qu'on leur avait donné un beau cadeau. Et les Américains, il faut pas perdre la face. Donc en gros, on voit bien qu'on a peut-être tapé un petit peu trop fort ou pas on n'a pas fait le quintet dans l'ordre, niveau stratégique de comment on aurait dû l'amener. Il y a certainement quelques têtes qui vont tomber aussi au passage. On voit que Musk va se retirer au fur et à mesure. Certainement que Navarro également se fera dégager. Bref, ces tarifs, je pense que c'est assez important d'une certaine côté de les garder en tête de pont, de les baisser, de dire qu'on fera des deals, donc pour pas perdre la face, pour dire voilà ce qu'on a réussi à faire, etc. Mais je pense que les dommages en valeur seront bien plus conséquents que ce que ça va rapporter. Mais bon, ça, on l'avait dit depuis longtemps, mais voilà, je suis pas chef économiste et ce genre de choses-là. Bon, si on parle du coq à l'âne, l'énergie. N'oubliez pas donc beaucoup de charbon. Pour celles et ceux qui se souviennent, en 2019, j'ai commencé à parler
de la transition énergétique que pour moi, le nucléaire allait revenir sur le devant de la scène, qu'il fallait pas tuer le charbon trop vite parce que pour des économies justement manufacturières, ils vont pas le lâcher parce que c'est ce qui leur permet d'avoir une énergie à pas cher et donc des bas coûts et donc une compétitivité. Et pour nous, Européens, c'est le gaz naturel. Alors, une petite problématique évidemment quand il vient juste de Russie, il faut diversifier un petit peu, mais ça reste l'énergie de transition entre les deux. Donc voilà, c'est pour moi, on voit bien de toute façon les Américains qui sont un énorme producteur de gaz naturel qui permet de faire le lien entre les renouvelables et le nucléaire et la fin du pétrole. Donc ça se jouera là et bon, il y a les Émirats arabes aussi qui font intégrer, à ça, pas dans le mix énergétique si vous voulez, mais dans l'idée que voilà, ils vont se porter également en arbitre. Ce qui est génial avec ces tarifs, c'est qu'on a replacé finalement la Chine, on replace la Chine comme si c'était finalement, voilà, le modèle américain d'il y a quelques décennies en mode, nous on a des valeurs, on est pour la paix, on ne menace pas, c'est pas bien ce que vous faites, et cetera. C'est génial l'inversion des rôles, je trouve ça très rigolo, finalement, qu'on en arrive à ça. Et l'Europe, qui peut vraiment jouer l'arbitre, puisqu'elle est entre deux, entre des Chinois qui vont devoir négocier pour leur balancer, pour leur dumper tous les produits qu'ils n'arrivent pas à vendre aux États-Unis, et faire un deal avec les Américains de libre-échange si on arrive à faire ça. Euh, voilà, je trouve que ça sera très intéressant. Je pense que c'est ce vers quoi on va aller. Mais on y va avec la méthode dure. Alors peut-être que sans la méthode, avec la méthode douce, on n'irait jamais. C'est peut-être ce qui manque aussi aux Européens. On voit bien d'être dos au mur pour réagir. J'espère que ça va commencer à réagir. On voit qu'en Allemagne, on va peut-être finalement partir sur le stimulus. Macron, je ne sais pas, il y a des rumeurs apparemment comme quoi il voudrait à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant que voilà, Mélenchon, lui aussi, est dans la capacité de se tirer une balle dans le pied tout seul et, et Le Pen n'est plus éligible, etc. Mais honnêtement, ça serait créer encore de l'incertitude. Mais en même temps, de certains côtés, la problématique, c'est que là, aller à 2027, il va rien se passer. Les mecs, ils mettent 3 ans, 3 mois à faire du colloque avant de nous annoncer probablement des hausses d'impôts. Enfin, et l'Allemagne à côté n'a pas de problématique à faire du stimulus. Bref, c'est une question de dette, bien entendu, mais je ferai un post également sur la faillite de la France. Je pense que on surexagère un petit peu tout ça. J'avais fait déjà pas mal d'articles sur la Seconde Guerre mondiale, et je pense que c'est ça, et c'est ce graphique-là qu'il faut reprendre. C'est que quand on voit les déficits de PIB et qu'on se dit, ben, on n'est jamais rentré dans une récession, si on va vers une récession avec des déficits aussi élevés, donc oh mon Dieu, on va tous mourir. Ben, vous n'avez pas la Seconde Guerre mondiale, là. On s'est arrêté en 55. Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Vous avez l'Europe qui est détruite, vous devez donc reconstruire, vous devez repeupler, vous devez recréer du consommateur, et vous êtes avec des endettements massifs. Donc à un moment donné, vous capez les taux longs, vous faites de l'investissement en capant les taux longs, justement, pour éviter que les taux montent trop court, trop long, trop haut, pardon, et que vos taux d'intérêt soient trop puissants. Et vous financez comme ça, et vous créez de l'inflation. Et en créant l'inflation, bah, vous résorbez le PIB. Donc vous créez de la croissance et vous créez de l'inflation. Les deux en combiné, en 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous avez géré une bonne partie du déficit. La problématique de ça, c'est que votre gouvernement doit cibler les subventions et les investissements et réduire les dépenses non utiles. Ok, donc il faut également un petit peu travailler là-dessus. C'est ce que doivent faire les Américains aussi. Ils sont à 6 ou 7% de déficit sur PIB aujourd'hui. Et récupérer un petit peu de sous chez les étudiants, c'est bien beau, mais ça va pas le faire. Et en plus, vous cassez un petit peu plus votre consommateur. Donc, dans un environnement de marché que vous êtes en train de détruire, et donc ces mêmes étudiants auront du mal à trouver un boulot. Donc, on est un petit peu on se mord un petit peu la queue. Allez, je passe au graphique. Passons un petit peu au graphique pour commenter tout ça, parce que comme on le dit et comme on le voit, les graphiques ont souvent un temps d'avance. Donc, quand je regarde mon pétrole, j'ai en gros tout qui ressemble au pétrole. C'est-à-dire que j'ai eu mon sell-off, là j'ai expliqué pas mal de trucs sur l'académie, mais en gros, si je nettoie un petit peu ma chambre, j'ai eu mon sell-off, j'ai mon retracement à peu près de 50% sur mon ancienne oblique
support qui devient résistance, je suis au milieu du gué. C'est-à-dire que là, je peux faire ça, je suis au même point. Donc je peux retrouver pas mal de volatilité, ça me décide rien. Il faut ça, soit que je fasse ça pour me dire récession, dépression économique, et notre plus gros problème, c'est pas l'inflation, c'est la déflation, et donc c'est d'un point de vue mondial, soit je construis comme ça un petit peu et j'arrive à me remettre dans le haut. Et donc là, on joue en effet l'inflation. Je pense qu'on y viendra, si vous voulez, à l'inflation linéaire par la dépense des gouvernements et le support des banques centrales et le quantitative easing. Mais toute cette question d'inflation, c'est pas une question de dire c'est la déflation qui vient, c'est l'inflation qui vient. En fait, c'est juste l'ordre. Parce que je pense qu'on aura droit à tout, mais c'est dans un certain ordre. Donc pour moi, au niveau du pétrole, on a fait le rebond qu'on devait faire, on a fait le retracement qu'on devait faire. Maintenant, je suis dans une période d'observation, parce qu'en effet, on peut pousser le rebond un petit peu plus fort pour aller chercher moyenne mobile 50, etc. Mais en gros, il va falloir, où on peut bien revenir chercher les 63, ça change rien. Donc on voit qu'on peut regagner, on peut reperdre, etc. Ça ne me change rien sur mon moyen terme en tant que décisionnel, d'un point de vue macro, qu'est-ce que décide le marché. Donc pour moi, on rentre dans une période du marché où peut-être on va se regarder dans le blanc des yeux, et on va avoir du zigzag en mode volatilité avec les différentes déclarations. Mais dans la vue long terme, si on prend un petit peu de recul, ça mettra du temps à nous donner des grosses tendances. Donc peut-être du zigzag et compagnie. Quand je vais regarder le 10 ans, on pourrait regarder le 20 ans, mais quand je vais regarder le 10 ans, vous voyez que je ne suis pas plus avancé. Pour moi, c'est un marché, si vous voulez, qui a besoin de repartir ici en mode récession, mais j'ai confiance dans les Américains, dans la solidité des Américains. Donc en gros, je continue d'acheter des obligations américaines parce que ce sont les plus sûres, et donc je sécurise du 4% annuel, et donc pour ça j'ai besoin de dollars, donc je permets au dollar de rebondir aussi. Mais c'est quand même une récession qui va, mais je rejoue la protection obligataire, ou je perds vraiment confiance. J'ai la peur du retour de l'inflation avec les tarifs, etc. Pour moi, si ça doit avoir lieu, ça sera que court terme. Donc, c'est-à-dire qu'on repartirait comme ça plus tard. Mais en gros, il ne faut pas sous-estimer qu'on peut avoir cette sous-vague-là. Mais pour moi, voilà, c'est le scénario où j'y crois pas trop, parce que si on part comme ça, au-delà de l'inflation, c'est surtout la dégradation de la confiance sur la dette américaine. Pour moi, si on doit partir vers une récession économique, une dépression ou des trucs vraiment louches, la dette américaine, quoi qu'on en dise, c'est quand même celle qui est la plus sûre du monde. Ok. Tout le monde vous parle de la dette, que c'est pas soutenable, etc. Même Trump, et donc c'est pour ça qu'il s'auto-inflige. Mais comme je vous l'ai toujours expliqué, quand vous avez une dette libellée en dollars, que c'est vous, vos banques, votre banque centrale, le consommateur américain qui la détiennent essentiellement, c'est pas parce que vous avez 25% de dette qui est détenue par les étrangers que ça change grand-chose, non. Et qu'en plus, vous pouvez faire du QE à tout moment, lancer la planche à billets. Bon, c'est pas vraiment une problématique, hein. C'est une problématique dans votre budget, à un moment donné, oui, il faut réduire les dépenses, etc. Mais en soi, vous n'avez pas un risque sur la dette en elle-même de défaillance. Donc c'est ça aussi pour moi qu'il faut intégrer. On a eu, je pense, surtout un choc rapide sur le marché des actions qui a amené du collatéral, et il a fallu vendre les bijoux de famille en parallèle. En parallèle. Donc on n'est pas plus avancé également quand je regarde l'obligataire. J'ai besoin de passer soit au-dessus des 97, soit de passer en dessous des 92 pour vraiment changer la donne d'un point de vue macro moyen terme. Je peux regarder le cuivre également. C'est la même idée. Le cuivre, je vais le lier à la santé économique, et en premier lieu de la Chine. Et la Chine fait quoi? Du stimulus. Donc ce que l'on voit, c'est qu'à un moment donné, je prends peur sur mes tarifs, mais là, je fais une remontada. Vous voyez le retracement que j'ai fait? J'ai fait un retracement bien plus fort que le pétrole ou d'autres acteurs qui sont liés à la croissance mondiale. Donc c'est aussi à intégrer, si vous voulez, de par le stimulus chinois. Parce que plus de tarifs chinois, c'est plus de stimulus. Et finalement, les Chinois, ils se disent, ben, c'est le meilleur moyen pour moi d'être dos au mur pour essayer enfin de lancer ma consommation interne et de créer un consommateur interne qui me permet d'être plus indépendant et donc de devoir moins produire et exporter. Ce qui, de toute manière, est déjà le cas, c'est surtout les autres pays comme la Thaïlande, le Vietnam et compagnie qui produisent, et puis de plus en plus l'Afrique, les produits à plus faible valeur ajoutée. Il y a des commentaires, mais honnêtement, la Chine aujourd'hui est dans la capacité d'exporter beaucoup de produits à valeur ajoutée. Alors, ce que les gens retiennent, c'est en termes de volume, ça va être toutes les merdes que vous pouvez aller acheter sur AliExpress ou PDD.
mais en réalité, en valeur, c'est essentiellement aussi des produits de haute qualité quand même. Donc il faut pas négliger ça et penser que la Chine, c'est que du AliExpress. Donc à un moment donné, le cuivre également, il peut consolider un petit peu, mais ça pour moi, c'est aussi un indicateur. Donc on se fait balloter. On voit bien, on sent bien qu'on se fait balloter un petit peu de part et d'autre avec Trump, mais ce que je vois sur les indices, sur pas mal d'indicateurs, c'est que finalement, on revient dans la neutralité. Et maintenant, c'est là que ça se joue. Regardez le CAC 40. On a retracé quasiment la moitié également des pertes. De deux choses l'une. Soit je tergiverse un petit peu là-dedans, bon, et donc on se donne un mois pour avoir des stats qui rentrent, pour avoir Trump qui fait des deals ou qui nous annonce des trucs à droite et à gauche. Il faut que je réussisse à remonter, vous voyez, au-dessus de cette zone des 7006, 7007, et là je me dis, ok, je repars en mode, ou je casse par le bas, et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en fout des tarifs, etc. Ça veut dire que ce qui compte, c'est la récession économique et donc la récession des profits des boîtes. Et donc c'est ça que je jouerai. Si je commence à avoir ma seconde jambe baissière ici, c'est un marché qui joue la dégradation économique et la dégradation des résultats des boîtes. En se disant que la baisse des taux des banques centrales, ça ne sera pas suffisant. C'est en retard, etc. Même la BCE qui continue de baisser ses taux, on peut considérer que elle est éventuellement un petit peu en retard. Mais d'un certain côté, si vous voulez, c'est le rôle des banques centrales d'être réactives et pas proactives non plus. Je trouve déjà qu'elles sont très proactives, si vous voulez, dans leur capacité de bien communiquer au marché. Chose que Trump, évidemment, ne sait pas faire pour rétablir la confiance. C'est un discours stable, un discours, si vous voulez, où vous ne remettez pas les choses en doute 24 heures après. Ou quand vous dites une phrase, vous donnez les détails. Parce que dire il y aura des négociations sur les tarifs douaniers en Chine, vous ne pouvez pas être soulagé sur ça. Et c'est creux, il n'y a rien. Donc voilà. Donc la problématique que j'ai maintenant, c'est que je trouve que les indices ont fait ce qu'ils devaient faire, et maintenant je suis un petit peu en mode séance après séance. C'est-à-dire que j'ai retravaillé mon retracement, mon élastique, et maintenant je regarde. Ce que je vois, c'est que je trouve quand même des acheteurs sur les 7004, potentiellement sur cette zone de gap, ici. Ça, ce sont des zones où je vais accepter que le CAC 40 peut venir consolider pour éventuellement relancer sa tendance haussière. Si on consolide dessus, on n'arrive pas à passer et on commence à faire craquer ça, c'est des niveaux où il faudra parler de congestion, mais en gros, on jouera pleinement la dégradation. Et ça, on voit, ça peut durer quelques semaines encore. Donc je suis partagé. Je suis clairement partagé, si vous voulez, entre... Et dans ces conditions-là, je suis plutôt en mode, bah, je laisse courir un petit peu. Alors, je prends des profits, mais je laisse courir certaines positions avec des stops que je remonte. Parce qu'en gros, j'ai envie de jouer le mouvement tant qu'il vit, jusqu'à ce qu'il se retourne. Et pas essayer de jouer aux devinettes. Comme vous l'avez vu, on rentre dans une période où ça va être très compliqué de jouer aux devinettes maintenant sur la suite. Il va nous falloir clairement des chandeliers supplémentaires ou travailler des unités de temps plus petites, inférieures. Si je vais regarder le Nasdaq, et je regarde le Nasdaq, donc, et on voit bien qu'on a une meilleure résilience et de meilleurs rebonds sur des valeurs qui sont plus typées value que sur des valeurs sur des indices typés croissance. Donc pour moi, on valide quand même petit à petit, si vous voulez, la rotation du marché. On continue d'avoir beaucoup de pognon qui va chercher les anciennes stars. Mais ce qui est intéressant, attention, c'est que vous pouvez avoir des valeurs de croissance qui sont des valeurs value aussi. C'est-à-dire qu'elles se font tellement défoncer qu'elles en deviennent des valeurs value. PayPal, par exemple, peut en être une. Novo Nordisk, quand elle revient là sur la zone des 55-60 dollars, ça peut être considéré comme une valeur value dorénavant. Donc voilà, c'est attention, c'est pas parce que c'est une valeur tech ou c'est une valeur de croissance que elle peut pas avoir une connotation value pour le marché. À partir du moment où de toute façon vous payez pas les profits, il y a une marge de sécurité qui rassure le marché et qui fait que cette action est un peu plus défensive. Euh, alors, on y reviendra dans une vidéo sur les actions. Je rentrerai un peu plus dans les détails, puisqu'évidemment, voilà, tout n'est pas rose, mais vous avez un certain nombre d'éléments à prendre. Donc, notre Nasdaq, il a bien rebondi sur les 16 005. Il a fait ensuite, on voit, énormément de yo-yo, énormément de volatilité, mais la réalité, c'est qu'on n'arrive toujours pas à passer les 19 100. Même si on les passe, on va se retrouver avec 19 006 en résistance. Bref,
On sent bien, si vous voulez, qu'en plus c'est un gruyère, on a des gaps de partout. Donc vous pouvez très bien aller chercher ça pour retomber, vous pouvez très bien fermer pour revenir là, pour retomber, vous pouvez très bien revenir là pour remonter, pour remonter. Là, on est pour moi rentré dans le niveau de marché où tout le monde peut avoir un scénario, tout le monde peut avoir raison. La question, c'est dans quel ordre on fait le quintet. Et pour moi, ben, on ne peut que décider séance après séance. Donc, ce niveau de gap, pour moi, devrait être refermé. Ce qui est important pour moi, ça sera de tenir cette zone des 19 003. Si on la lâche, ça sera de tenir la zone des 17 008, 18 000. Et si on lâche ça, ça veut dire que le marché bifurque, si vous voulez, de la peur politique de Trump à juste dégradation économique. Et donc là, je veux dire, ça sera la dégradation économique, vous baissez les taux, ça sera vendu, parce que ça ne sera pas vu comme un soulagement, parce que ça sera trop tard, ça sera vu comme on est en retard et maintenant on est en train de paniquer dans la baisse des taux. Et il faudra vraiment plusieurs mois de baisse des taux, aider un politique qui se met dans le sens de la marche également, pour commencer à rassurer le marché. Donc tout n'est pas perdu, hein. On est typiquement là dans une zone de congestion. Et une zone qui est très large, de 1500 points, ou tant que vous, même 2000 points, et tant que vous ne cassez pas d'un côté ou de l'autre, d'un point de vue macro, moyen, long terme, j'ai pas de changement de polarité. Donc je suis dans une neutralisation à l'intérieur de laquelle ben, j'ai énormément de va-et-vient qui peuvent être intéressants pour le trading. Mais c'est très compliqué parce que, évidemment, eh ben, ça nous pousse à l'action, ça nous pousse au trading, toutes ces annonces, et ça pousse à la volatilité. On crée nous-mêmes notre propre volatilité à cause de toutes les annonces de Trump pour du lard et du cochon. Et ça casse un petit peu aussi, petit à petit, ça use, ça casse la confiance, et à un moment donné, voilà, c'est ce qui sortira de cette figure. Donc pour moi, en fait, je suis plus partisan maintenant, à la limite, je serais plus intéressé qu'on ait des trucs beaucoup moins volatiles, qu'on réduise la volatilité tout en restant plutôt sur le haut de la figure, aux alentours des 19 000 points, parce que c'est ce qui permettrait de rétablir la confiance pour pouvoir casser par le haut et avoir ce scénario positif. Si tel n'est pas le cas et qu'on continue encore les yo-yo, même je peux pousser ici, etc., c'est pas pour autant que je redeviendrai positif fortement. J'ai besoin d'attendre cette consolidation congestion pour commencer à me dire, ça permet de souffler, de recongestionner les affaires, de retravailler ses risques et pas être au jour le jour en mode j'ai les stops qui vont sauter, je dois mettre des stops, j'ai les stops qui sautent, ça a beaucoup baissé, je rachète. Voilà, ça peut durer qu'un temps si vous voulez. Vous pouvez pas avoir le marché qui fonctionne comme ça, parce que tous les acteurs deviennent émotionnels et tout est renforcé à la hausse ou à la baisse. L'or, ne négligez pas que voilà, tout le monde maintenant vous parle de l'or et que donc c'est le côté défensif de l'or et compagnie. Très bien. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y aura un petit copain qui jouera les troubles faits. C'est que si on commence réellement à avoir peur, et je parle vraiment d'une peur économique, le dollar quand même reviendra, je pense, en mode refuge. Il ne faut pas négliger qu'on est venu chercher les 1,15, comme on en avait parlé. Il ne faut pas négliger qu'on peut pousser le vice jusqu'à aller à 1,20. Mais je doute honnêtement, et je pense honnêtement qu'entre 1,15 et 1,20, on a beaucoup d'investisseurs qui vont être intéressés pour acheter encore des actifs américains. Peut-être plus value que croissance, mais actifs américains. Peut-être plus obligations que actions, mais actifs américains. Parce qu'à ce moment-là, en tant qu'étranger, ben, je prends une marge de sécurité à la fois sur mes actifs américains et à la fois sur la monnaie. Je pars du principe que ça serait très très rare qu'on pète les 1,20 en ligne droite. Je ne pense pas que Trump, si vous voulez, dans sa capacité de se tirer des balles dans le pied, je ne pense pas que Trump irait si loin que ça. Je peux me tromper, bien entendu, et c'est une projection. En tout cas, ce que l'on a comme figure d'un point de vue purement graphique, c'est éventuellement, vous pouvez avoir le pullback sur les indices, mais les indices maintenant sont devenus support. Donc pour moi, si c'était une action, on est dans cette volonté de dire le pullback doit être vu comme une zone d'achat et comme une prolongation certainement du mouvement. Vous voyez, ça nous pousse encore sur tout l'été. Ça nous pousse dans cette certitude où pour les prochaines semaines, les prochains mois, ben pour moi, ça va continuer d'être un trading un petit peu au jour le jour.
ça va continuer d'être un trading que j'appelle prendre ce qu'il y a à prendre. Ou tant pis, je risque de laisser de l'argent sur la table lorsqu'il y a des rebonds ou des relances qui se font de manière plus poussée que ce que j'aurais estimé. Mais voilà, pour moi, je suis dans une volonté de surtout pas me surexposer, conserver toujours pas mal de cash ou des positions qui sont très liquides pour revenir en cash rapidement et pas trop poser de questions. Et donc, tant que j'ai pas les configurations qui sont alignées de la manière que j'apprécie pour jouer du swing moyen terme, ben j'en fais pas. Je vends sur objectif et je reprends sur support quand il y en a un. Et je vais continuer de procéder comme ça. Aujourd'hui, voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus de maturité, d'un petit peu plus de construction pour jouer, la suite. En tout cas, l'euro-dollar pour moi va rester fort, ce qui plébiscite les marchés internationaux encore par rapport aux US. Mais d'un certain côté aussi, le côté contrariant, c'est de se dire dans la zone 1,15, 1,20, j'ai quand même c'est important de quand même pas complètement délaisser les Américains parce que, faut pas trop parier contre les Américains trop longtemps. Là, ils se tirent une balle dans le pied et je pense pas que ça va durer quand même éternellement. La confiance sera dure à faire revenir, mais in fine, elle reviendra petit à petit. Donc voilà. Mais d'un certain côté, entre la zone des 1,15 et 1,20, je veux quand même avoir une exposition aux États-Unis parce que je partirai du principe que si j'ai une marge de sécurité sur les profits, sur les PER, et qu'en plus j'ai une marge de sécurité sur l'euro-dollar que je considère, pour moi, en tant qu'étranger, ça devient intéressant. Et donc, si ça devient intéressant, j'ai des flux étrangers qui reviennent un peu sur les US et qui aident à supporter. Des buybacks, ils peuvent être stoppés aussi par pas mal d'entreprises. Donc on a pas mal de soutien des marchés qui étaient les flux étrangers, les buybacks, les fusions-acquisitions, qui peuvent se mettre en stand-by. Mais l'argent est toujours là, si vous voulez. Donc c'est qu'une question de confiance. Et ça, c'est dans les mains de Trump, c'est dans les mains, si vous voulez, du mec, s'il y en a un, je pense pas qu'il y en ait un, qui lui dit un petit peu, ok, tu veux dire ça, mais il y a peut-être une meilleure manière de le dire. Et là, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Bessant, même si ça tâtonne encore un petit peu, prend de plus en plus cette position-là. Et je pense que c'est une figure en plus de Powell qui va être nécessaire ces prochaines semaines pour calmer le jeu, créer les congestions dont on a besoin pour retrouver un petit peu de confiance, de clarté et de capacité de pouvoir se projeter sur le moyen terme. Sans ça, ça reste des marchés de trading. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis friand de savoir ce que vous en pensez. Il y a toujours des éléments que j'oublie, bien entendu, ou des éléments auxquels vous pouvez penser, auxquels je n'ai pas pensé. Donc voilà, ça permet toujours de rester objectif et d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Je ferai la vidéo analyse action également demain, vendredi. Elle sera publiée vendredi en soirée. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, suivant quand est-ce que vous regardez, un excellent week-end par avance. Et puis voilà, merci d'être fidèle. J'espère que le format vous plaît, comme ça, avec un petit peu de graphique, un petit peu de tout, que c'est pas trop brouillon, que ça vous permet de clarifier les choses plutôt que de vous rajouter du bruit. Voilà, je pense que la, la capacité et la qualité première de l'investisseur, je pense, depuis 2025, enfin depuis quelques années déjà, mais surtout en 2025, c'est quand même la capacité de trier l'information et la capacité de se sortir un petit peu du bruit et donc de ne lire ou de ne regarder que ce qui est vraiment important et qui apporte un plus et de virer tout le reste. Alors peut-être que vous allez me virer, mais si vous avez besoin de le faire, faites-le, c'est important. Et sinon, si je vous apporte cette clarté, bah, tant mieux, c'est le but. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et je vous retrouve dans les commentaires. Salut.